Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour à tous et bienvenue dans Les enfants de la République dont vous êtes l'invité Frédéric Salabarou. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un gaulliste de cœur, haut fonctionnaire, ancien conseiller d'État et secrétaire général de l'Élysée sous Jacques Chirac, dont vous avez même épousé sa fille, Claude. Vous êtes désormais avocat d'affaires, vous êtes aussi un républicain acharné et vous vous définissez comme un juif d'État à l'image de Léon Blum, à qui vous avez consacré une biographie, Blum le Magnifique, publiée en 2021 aux éditions de l'Observatoire. Et puisque cette émission s'appelle Les enfants de la République, Frédéric Salabarou, qu'est-ce que représente la République pour vous ? Tout évidemment. C'est une histoire familiale, c'est un héritage familial. Elle est à la fois classique et puis très français. Mon père est tunisien, n'est pas français, il est orphelin, c'est le produit de l'école de la République. La France lui permet d'exercer ses dons, il a des dons chirurgicaux qui lui permettent de devenir un grand médecin, et donc j'ai baigné là-dedans toute mon enfance. Et alors votre père, je crois, il vous faisait lire tout le temps, le soir notamment ? Oui, il y avait un rituel. Ouais. Il était chirurgien, il rentrait le soir avant de retravailler à son bureau et se reposait une demi-heure. Et à l'issue de ce moment-là, on se retrouvait tous les deux. Et là, c'est les moments les plus merveilleux de mon enfance. C'était la littérature, l'histoire de France qui me racontait. Et évidemment, tout ça m'a construit. Et je crois qu'il vous disait, il faut redonner à la France une partie de ce qu'elle nous a donné. C'est ce qui signifiait. Il avait une phrase que j'ai essayé de transmettre à mes enfants qui résume toute la vie. Il disait, il redoublait le rien ne résiste au travail. Et donc, c'était son credo. Et effectivement, tout ça s'inscrivait dans une passion pour la France. À mon avis, passion juive pour la France, qui renvoie, vous parliez de Blum, à quelque chose dont on reparlera. Donc c'est quelque chose de très fort et évidemment très important. Passion juive pour la France, parce que votre père est né, je crois, en 1930. 31 en Tunisie, à Sousse, c'est ça ? À Sousse. Donc une famille juive très pauvre. Très pauvre. Et puis, il a beaucoup travaillé. Il a commencé ses études de médecine en Tunisie. Il est venu en France pour la deuxième année, il me semble. Deuxième année, après ce qu'on appelait à l'époque le PCEM. Mais surtout, la France lui a donné sa chance. C'est d'ailleurs tout l'enjeu d'aujourd'hui, on en reparlera. Il avait un don chirurgical, il avait des qualités, mais il s'est retrouvé dans un environnement où, malgré son statut d'étranger, de petit juif complètement perdu dans une France qui était encore une France très conservatrice. Donc on est à la fin des années 50. On est à la fin des années 50, c'est-à-dire c'est un ovni dans le milieu hospitalier qui est ultra conservateur. Malgré tout, c'est un pays qui lui permet d'arriver jusqu'à l'hôpital. Et quand il arrive à l'hôpital, les gens le racontent, donc je le dis avec beaucoup de fierté. Oui, j'ai lu l'hommage qui lui a été rendu après son décès en 2000. Et donc, les gens sont stupéfaits parce que, en réalité, tous les gestes chirurgicaux, il les fait déjà spontanément. Mais ce qui est important, c'est qu'à cette époque, et la question c'est est-ce que c'est encore possible aujourd'hui, tout était possible quand, pour reprendre le mot d'Aznavour, on est prêt à travailler plus de 17 heures par jour. Et même quand on travaille un peu moins de 17 heures par jour, il faut avoir la volonté, il faut avoir aussi le respect d'autrui, le respect de la France et des valeurs de la France, quelque part. Votre père, il fut donc un brillant professeur de médecine gynécologique et obstétricale, et il est l'un des pionniers français en matière de procréation médicalement assistée, avec René Friedman et Jean Cohen. Donc, c'est à partir de là aussi les valeurs qu'il vous a transmises. Oui, ce moment est très important parce que, je vous le disais, il a un don chirurgical et en 78, son monde s'effondre. C'est le premier bébé éprouvette de Steptoe et Edgeworth. Donc, en matière de stérilité, la chirurgie ne vaut plus rien. Et à ce moment-là, il a fait quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui contribue à l'admiration immense que j'ai pour lui. Il arrête la chirurgie et il recommence et il réapprend quelque chose qui est très éloigné de ses dons. Et il devient un spécialiste de fécondation in vitro. Il a la première grossesse, mais pas la première naissance. Et donc, c'est cette trilogie française, Friedman, Cohen, Jean Cohen et mon père, qui font les premiers bébés éprouvettes. Trois juifs ? Oui, 3 juifs. Et mais il s'est totalement remis en question, lâchant ce qui faisait sa force. Et ça, c'est très rare. C'est aussi très important,
la capacité à un moment donné de se dire qu'il faut tout recommencer. Tout remettre en cause quelque part. Il y a des moments, il faut tout recommencer de zéro, quel que soit l'âge. Et ça, c'est aussi dans la construction familiale qui est la nôtre, parce que maintenant c'est la 3e génération, j'ai des enfants qui sont grands maintenant, c'est un moment important. Et alors, vous avez une phrase fétiche, hein? La mienne. La vôtre. En fait, on fait une phrase par génération. Mon père, c'est rien ne résiste au travail. Ce que je dis à mes enfants, c'est qu'il est beaucoup plus facile de réussir quelque chose de très difficile que de moyennement difficile. Pourquoi? Je sais pas. Mais ça, traduction, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on affronte quelque chose dont on a vraiment envie, même si c'est très difficile, un concours extrêmement difficile, on va tout donner et si on s'en donne les moyens, on y arrive. Il y avait aussi un truc que racontait mon père, je le dis aussi pour les jeunes qui peut-être nous écoutent. Il passait l'internat en médecine et son prof lui disait, vous savez, on enlève les épreuves. On met des épreuves de sport à la place des épreuves d'internat de médecine. Et ben, le classement sera exactement le même. Ah oui? Donc, tout est une question d'envie et de volonté, à condition aussi qu'on soit mis dans la situation. Et de travail, donc. Oui, de travail, mais on y reviendra. Moi, il n'y a qu'une chose à laquelle je crois, et c'est tout l'enjeu de la crise, à mon avis, d'aujourd'hui, c'est la problématique de l'égalité des chances. Il faut que les gens qui en veulent vraiment puissent y arriver. À l'époque de mon père, c'était encore le cas. Je ne sais pas, et je pense plutôt que non aujourd'hui, peut-être qu'il n'aurait pas réussi aujourd'hui. Ça s'est arrêté quand, ça? Parce que Jacques Chirac, avec qui vous avez travaillé, il parlait de l'ascenseur social. Oui. Hein? Je pense que ça commence Ça existait encore sous Jacques Chirac? Oui, je pense que oui. Mais je pense que ça commence à s'arrêter dans le tournant des années 80, quand on bascule dans ce que moi j'appelle l'économisme. C'est-à-dire cette idée que tout dans la vie privée, dans l'économie, dans le travail, se résume à une chose, les logiques de marché. À partir de ce moment-là, c'est ravageur sur plein de sujets, on y reviendra peut-être sur le social, mais surtout, ça va creuser massivement les inégalités. Et ça, c'est une des raisons de la crise d'aujourd'hui. Prenons pas la France, prenons les États-Unis. Les États-Unis, c'est le pays dans lequel on se disait, celui qui est décidé à travailler un maximum n'a pas de limite, il n'y a pas de plafond de verre. En une demi-génération, c'est devenu la société la plus inégalitaire qui soit. Si vous n'êtes pas passé par les très grandes universités américaines, vous n'y arrivez pas. Pour accéder à ces universités américaines, qui accède? C'est les enfants de familles dans lesquelles les 2 parents sont déjà passés par les universités, ont déjà du patrimoine, des revenus massifs. Parce que ça coûte très cher. Et surinvestissent dans leurs enfants. En une demi-génération, les États-Unis sont devenus le pays où tout est possible, et tout était possible à un pays où rien n'est plus réellement possible. Donc ça, c'est ravageur, et c'est lié, à mon avis, à ce tournant des années 80, à l'époque de l'école de Chicago, où l'idée c'est on doit et on peut tout ramener au marché. À partir de ce moment-là, la social-démocratie, qui était issue de la guerre, s'est effondrée, car contrairement à ce qu'on pense, on n'est plus dans l'après-guerre. Ça s'est arrêté dans les années 80, à la fin des années 80, et on a basculé dans ça, créant une situation dans laquelle un des problèmes massifs d'aujourd'hui, c'est les inégalités des chances. Ce qui n'est pas tout à fait pareil que l'inégalité. On va en reparler, mais puisque c'est le principe de l'émission, un mot sur votre parcours familial. Frédéric Salabarro. Donc votre père est né en 1931 dans une famille juive de Sousse. Il vous reste quoi de cet héritage juif? Et restait quoi à votre père de cet héritage juif? Est-ce que par exemple vous célébriez les fêtes juives à la maison? Non, c'était pas, il n'était pas religieux, il était profondément juif, comme je me sens moi aussi profondément juif. C'est pas seulement la pratique religieuse. Oui, c'est le sentiment des Juifs d'appartenir à un peuple quelque part, avec une histoire, avec une culture. Une histoire, une exigence particulière. Avec des valeurs aussi. Hein. Des valeurs et aussi une exigence particulière. C'est merveilleux d'être juif. On est dans cette longue chaîne qui est ininterrompue. Et la transmission. Hein. De transmission, de valeurs, avec une valeur qui est centrale, c'est la valeur de justice. Et donc, évidemment, il y a cet héritage. Après, il y a... la lumière de Tunisie, l'odeur du jasmin, tout ça. Le couscous à la maison, non? Non, pas tellement. Parce que c'est quelqu'un qui était ascétique. Et donc, le couscous, c'était pas trop son truc. En revanche, le jasmin, la lumière et le souvenir de la Tunisie, il aurait sans doute voulu d'ailleurs... Son rêve, c'était un peu comme un Camus, de retourner en Tunisie, d'être chirurgien à Tunis. Bon, il y a eu les événements de Bizerte, c'est pas possible. Ça n'a pas été possible. Et donc, il a...
forgé son destin en France, qui lui avait déjà permis de s'élever Et votre par maman les études. Et votre maman Ma mère, mon père, c'était le travail et l'ascétisme. Ma mère, c'était la vie et la lumière. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance d'être juive marocaine, hein. Juive marocaine, dans cet arc électrique entre le travail, l'ascétisme, l'exigence incroyable. Je n'ai jamais vu mon père sortir des exigences quotidiennes qui étaient les siennes, et ma mère qui était débordante de vie. Quand je vais encore dans des soirées, il y a des gens qui viennent et qui m'attrapent en me disant « Ta mère, incroyable, quel punch elle avait !» Et vous sentez juif, vous sentez séfarade. C'est quoi être juif? C'est quoi être séfarade? D'abord, juif, c'est merveilleux comme identité. Donc, je sens cette identité qui est... D'abord, je suis français et je suis juif. Être juif français, c'est quelque chose de très particulier. Il y a une passion juive pour la France, il y a un héritage. N'oublions jamais que la France est le premier pays qui a émancipé les juifs. Et donc, évidemment, ça crée un lien. Et donc, être juif, c'est très difficile à déterminer. Je pense que c'est d'abord une mémoire, une exigence et quelque chose qui fait que cet héritage nous oblige à réfléchir, à essayer de penser pourquoi les choses sont comme ça aujourd'hui, ne jamais être dans la caricature et toujours s'inscrire dans cette longue succession des générations. On a la responsabilité de poursuivre. Et par ailleurs, quand on est juif en France, on a aussi des responsabilités particulières parce qu'il y a une histoire commune. Il y a une phrase que j'adore qui montre bien ce qu'était la relation entre les Juifs et les Français à la fin du 19e siècle. Quand on inaugure le temple consistorial, ce qui est devenu aujourd'hui la synagogue de la Victoire, le grand rabbin Isidore dit, dans un mouvement d'enthousiasme qui est même excessif, trop excessif, il dit « Les Juifs ont donné au monde l'idée de justice, la France l'a traduit dans les faits. » C'est ce que disaient aussi un peu les Juifs originaires des pays de l'Est, hein, quand ils sont arrivés en France dans les années 20, heureux comme Dieu en France. Ouais. C'est un peu ça. C'est pour ça que j'ai voulu écrire sur Blum. Blum est le plus merveilleux produit, avec Dreyfus aussi, de cette passion juive pour la France et cette idée qu'il faut redonner à la France ce qu'elle nous a donné, ce qu'elle leur avait donné. C'est pour ça qu'à l'époque, on trouve tellement de juifs dans la fonction publique, au Conseil d'État, dans l'armée. Et on va reparler de Blum et de votre livre parce que c'est lié quelque part à l'actualité. Hein. Nos éditeurs se rendent compte. Justement, la haute fonction publique, le Conseil d'État, l'Élysée. Pourquoi vous avez choisi, Léna, la haute fonction publique plutôt qu'une carrière de médecin comme votre père? Il l'avait fait. Il y a quelque chose de classique dans notre succession. Mon père avait dû se battre pour sortir de la misère, pour réussir. Et puis ensuite, il y avait cette logique qui est l'attachement à la France. C'est-à-dire qu'il fallait se projeter au service de l'État. Et donc, dans ma génération, le service de l'État, quand on voulait l'exercer, ça passait par Sciences Po, l'ENA. J'ai essayé. J'ai jamais cru que je pourrais y arriver. Finalement, j'y suis arrivé. Donc, quelle promotion? Victor Hugo. Et donc après, évidemment, là on rencontre, j'avais envie de travailler dans des questions de santé. Chirac, vous l'avez cité, était l'idole de mon père et de mon enfance. Et oui, c'est ça, j'ai vu quelque part que c'était l'idole de votre père, il vous en parlait et c'est devenu votre idole. Oui, ça l'était, avec le moment de romantisme absolu dans la vie politique. On voit la situation d'aujourd'hui, mais il y a des moments formidables et absolus dans la vie politique. C'est 93-95, trahi par tout le monde, devenu seul par rapport à son destin, enlevant l'armure qui cachait sa propre réalité, et à partir du moment où il a été lui-même, les choses ont fonctionné. Je me souviens du moment d'émotion. J'étais dans ces équipes à l'époque, parce que je préférais perdre avec lui que gagner avec Balladur. Et donc, et aujourd'hui, ce serait pareil? Absolument, oui. Absolument. Et donc, je me souviens de ce moment, on était sur le trottoir quand les résultats sont annoncés. C'est un moment magnifique et les Français l'ont vécu comme tel. C'est un moment où la sincérité rend les choses possibles. Et j'ai toujours pensé que la politique se résumait à une phrase, une chanson d'Alain Souchon, full sentimentale. Contrairement à ce qu'on pense, les gens, c'est pas la punchline, le truc qui tac comme ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est la punchline. Non. C'est pas non. Dans la tête des gens, mais dans la tête des politiques aujourd'hui. Oui, mais ils se trompent complètement. Et des médias, sans doute. Ils se trompent complètement.
les gens ont besoin de partager l'intelligence et ils sont sentimentaux. Et croire que la politique est une technique avec la punchline, c'est se tromper complètement. C'est pas par hasard qu'on en est là aujourd'hui. C'est comme ça qu'on va dans le mur. Jacques Chirac, il vous a appris quoi ? Justement de la France, de la République, des valeurs républicaines. Il m'a appris... Est-ce que quelque part c'est la continuité de ce que vous a appris votre père ? C'est différent, c'est pas du tout les mêmes personnalités. Mon père, c'est cette histoire que je raconte. Jacques Chirac, c'est une personnalité profondément française et au sens traditionnel, l'enracinement dans le terroir, mais également la projection dans le monde, ce qui est très curieux chez lui. Dans le terroir et puis petit-fils d'un hussard noir de la République. Oui, quatre instituteurs. Ouais. Ça compte aussi, ça. Pour résumer, je pense qu'en un mot, ce qu'il y a chez Chirac, c'est ce qu'il a appris de Pompidou, qui d'ailleurs le terrorisait. Quand il parle de Pompidou, il me disait, il me terrorisait. C'est la tenue. C'est-à-dire que quels que soient les événements, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les catastrophes, on se tient droit et on montre rien. Et puis les principes républicains, le sens de l'État, l'empathie. C'est-à-dire, moi, je me souviens, quand j'étais secrétaire général, j'en avais ras-le-bol. Donc 2005-2007. Je rentre en 2000 au cabinet, et puis ensuite je monte et je finis secrétaire général en 2005-2007. Mais je me souviens de moments... Il faut préciser pour nos éditeurs quand même, secrétaire général de l'Élysée, c'est le numéro 2 de l'État quelque part. Non, c'est celui qui tient le cabinet du président. Non, mais il faut distinguer. C'est comme les gens qui disent « j'ai écrit le discours de tel machin », ça n'est pas vrai. C'est un rôle ultra important au sommet de l'État. Ouais. Donc, pour revenir à Chirac, il y a aussi cette empathie. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on avait des urgences et il fallait quand même attendre qu'il ait appelé telle personne qui avait un cancer, machin, etc., prendre des nouvelles d'autres personnes en difficulté. Donc, c'est ce mélange de distance absolue, parce que, contrairement à ce qu'on pense, il y a des cercles infranchissables chez Chirac, c'est-à-dire c'était un roc. Et sa personnalité profonde n'était pas déchiffrable. Et puis, il y avait autour de ça, au-delà du sens de l'État, cette empathie au quotidien. Donc, évidemment, ces contrastes fait que j'étais pas le seul, mais dans son équipe, pour reprendre le mot de Jacques Toubon, les gens se seraient jetés par la fenêtre, évidemment, pour lui. Et pourquoi je vous parlais des hussards de la République qui ont fait partie de sa famille, parce que c'est pour parler de l'école, est-ce qu'elle joue toujours son rôle aujourd'hui, l'école ? Ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, non, ou plus assez, parce qu'il y a des phénomènes de massification, il y a des phénomènes d'inégalité, il y a des difficultés de transmission, et tout l'enjeu, c'est effectivement dans la masse. Sous la Troisième République, il y avait quelques dizaines de milliers de personnes qui allaient au lycée, et donc on repérait les meilleurs. Et encore moins qui avaient le bac. Et qui avaient le bac, mais on pouvait repérer dans ce petit nombre les meilleurs, même issus de familles très modestes, de paysans ou autres, et les faire ensuite, leur donner leur chance au fur et à mesure. Aujourd'hui, il y a ce phénomène de massification qui fait qu'on essaye de traiter le savoir minimum pour l'essentiel des gens, c'est l'idée des 80% au bac, mais en réalité, on n'arrive plus à permettre à ceux qui ont des qualités et qui ont l'envie de travailler, de pouvoir s'extraire. Et ça, c'est une difficulté. Les gens sont prêts à accepter toutes les difficultés de la vie, les inégalités, les problèmes de pouvoir d'achat, mais pas que leurs enfants n'aient pas leur chance. Et donc, on retombe aussi sur ce sujet qui crée les tensions d'aujourd'hui et qui pousse vers les extrémismes. On a cette difficulté, c'est-à-dire on a un système qui aide globalement, mais qui ne permet plus la promotion individuelle. Et ça, c'est un enjeu important. Promotion individuelle, justement, et méritocratie républicaine, vous êtes un symbole de la méritocratie républicaine. Vous êtes un enfant de la République, comme nous tous d'ailleurs. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Donc vous êtes passé par l'ENA, par le Conseil d'État. Est-ce que le problème de la France, c'est l'un de ses problèmes, c'est pas qu'on déteste les élites et qu'on respecte plus les élites, notamment les enseignants. Et puis, il y a une question collatérale, c'est Emmanuel Macron qui, mercredi, disait c'est toujours des élites qui trahissent le pays. Je pense que la politique aujourd'hui meurt
de ce type d'excès de langage. Évidemment que les élites n'ont pas toujours trahi, et ce n'est pas toujours les élites. Le général de Gaulle en faisait partie, Pierre Mendès France, Blum, la liste est interminable, Badinter. Évidemment qu'il ne faut pas faire cet amalgame-là. Il y a un problème aujourd'hui et historiquement entre le peuple et les élites. Moi, je le date d'ailleurs de la Première Guerre mondiale. Sa phrase exacte à Macron, c'est Emmanuel Macron, le président, les élites ont toujours trahi. Non, c'est des excès de langage dont on meurt. C'est au fond l'autre pas face de la punchlinisation de la vie politique. Bien sûr que non. Il y a un problème qui naît de manière profonde à la Première Guerre mondiale quand tous les généraux envoient au carnage des générations de Français sans le minimum d'humanité. Et au fond, c'est eux qui gagnent la guerre, c'est pas les généraux. Même Foch se trompe à l'époque de l'armistice en n'allant pas écraser l'armée allemande de l'autre côté du Rhin et donc créant les conditions de ce qui allait être la montée du fascisme. Donc ça part évidemment de là. Ensuite, il y a les années 90 avec ce que j'appelais l'économisme, où les élites se mondialisent et perdent le contact. C'est partout dans le monde. Le marché roi. Le marché roi et la mondialisation. Or, une nation, c'est enraciné dans sa terre, c'est enraciné dans son histoire intellectuelle et enraciné dans sa terre. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a ce décalage qui fait qu'on est dans un pays qui se sépare. Les gens ne se rencontrent pas. Vous êtes dans les milieux modestes, vous rencontrez peu les classes moyennes qui ne rencontrent pas les classes du niveau du dessus. Et donc, tout ça, évidemment, alors, ça explose. Vous dites les gens ne se rencontrent pas. Ça me fait penser à quelque chose. La suppression des services militaires en 96, est-ce que ça n'a pas été une erreur? Parce que les gens se rencontraient? Non, parce que je ne suis pas un défenseur absolu de tout ce qu'a fait Jacques Chirac, mais il fallait professionnaliser les armées. On ne pouvait pas garder des centaines de milliers de conscrits, alors que l'armée devenait une technique, il fallait avoir une capacité de projection, on l'avait vu sur la première guerre du Golfe. Donc il fallait le faire. Après, il y a d'autres façons de maintenir l'unité de la nation, de faire le lien entre les classes sociales dans la jeunesse que le service militaire. C'est un état d'esprit, et ça doit être un état d'esprit permanent. En France, on est rationnel, on voudrait toujours qu'il y ait une réponse immédiate. Il y a un problème, on trouve tout de suite la réponse de structure. En général, c'est une dépense de plus qui fait qu'on en est là où on est. En réalité, c'est autre chose, c'est un état d'esprit. L'armée, c'est une technique, il fallait qu'elle soit à la hauteur. Quand vous voyez l'évolution de la vie politique, Frédéric Salabarro, vous l'avez connu, la vie politique, pendant des années, est-ce que vous ne dites pas que la réforme du quinquennat, initiée par Chirac, Jospin et Giscard, a été une erreur? Non, moi j'ai vécu la cohabitation. Il n'y a rien de pire que la cohabitation. Tu ne peux pas avoir des gens qui, en même temps, dans la journée, sont au service de l'État et, en général, il y a le sens de l'intérêt général. Et ensuite, une fois que la journée de travail est terminée, se combattent et préparent les campagnes qui les opposeront. Ça n'est pas possible. On va en parler tout à l'heure. Je l'ai vécu. Donc, ouais. Le quinquennat, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas certain que dans les semaines qui viennent, le permettra, évite en général les cohabitations. En général. Et on va reparler de la cohabitation parce que c'est aussi l'actualité. Les hommes politiques, est-ce qu'ils ont toujours une prise sur le réel et sur les grandes décisions? Avec les réseaux sociaux, avec la mondialisation, avec le marché roi, avec tout ça? Bien sûr que oui, c'est possible. Que les choses soient rendues difficiles, c'est certain. Mais je crois qu'il n'y a pas de fatalité. Par exemple, je regardais, parce que ça intéressait aussi tous les Français, les débats sur les élections européennes. C'était frappant, c'est-à-dire, par exemple, il y avait, c'est un truc qui m'a frappé, Bellamy, à un moment donné, veut faire un raisonnement, c'est-à-dire qu'il veut expliquer comment fonctionne l'Europe. Il n'a pas fini la moitié de sa première phrase. C'est trop long, c'est ça? Que sur sa droite, il y a Aubry qui l'attaque avec une punchline sur le truc, de nouveau, et en réalité, tout est perdu et il y a cette perte de capacité de réfléchir. Or, en politique, les gens aspirent à ce qu'on puisse leur expliquer et avant d'agir, qu'on ait réfléchi. C'est d'ailleurs tout l'enjeu aujourd'hui du choc de cette dissolution. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à l'impact des choses et essayer d'en comprendre
d'en comprendre les fondements. Aujourd'hui, on ne reconstruira rien si on n'est pas capable de comprendre comment on en est arrivé là. Et pas seulement en France. On va en parler, mais d'abord, gouverner, ça passe aussi par la parole. Ça passe beaucoup par la parole. Bien sûr. Par le verbe, par les discours. L'un de ceux qui a marqué le mandat de Jacques Chirac, c'est quoi ? C'est celui du Veldiv, 95. Oui, qui est censé. Un discours qui a marqué une rupture avec non seulement ses prédécesseurs, mais aussi avec la doxa gaulliste. C'est un tournant dans l'histoire de la République ? C'était une exigence et c'est un discours qui lui ressemble. Ouais. Il est clair qu'il rompt avec ce qu'avait dû faire le général de Gaulle pour réconcilier le pays, c'est-à-dire cette idée de la France qui était restée résistante pendant toute la guerre. Pour Jacques Chirac, il y a deux choses. D'abord, son enfance est marquée par le choc de la défaite quand il part vers le Raillol, pour lui, ou quand il voit le sabordage de la France. Donc le Raillol, c'est dans le Var. Hein. C'est dans le Var. C'est son humiliation d'enfance. Donc ça explique beaucoup aussi sa position par rapport à l'extrême droite. Et puis c'est quelque part aussi une question de génération. Par rapport à l'extrême droite. Ensuite, c'est quelqu'un qui a toujours regardé les choses sans a priori. Et donc, à partir du moment où c'est les préfets français qui décident d'envoyer les policiers sous uniforme français rafler les Juifs, on ne peut pas dire que ce n'est pas l'État français. Alors pourquoi je vous parle de ce discours qui aura marqué l'histoire, non seulement du mandat de Jacques Chirac, mais de la République ? C'est parce que 29 ans après, l'antisémitisme est toujours là. Quand vous voyez ça, vous dites quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive là ? Et c'était antisémitisme qui renaît quelque part de nos cendres. Je pense que le 7 octobre est un choc qui va bien au-delà de l'événement dramatique et, pour les victimes. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, et certains l'ont pensé, l'idée selon laquelle la Shoah, au fond, est le résultat d'une conjonction de circonstances. C'est à la fois l'opposition au capitalisme et les faits que les Juifs pouvaient apparaître comme symbolisant le capitalisme. C'est le fait que les Juifs étaient engagés dans le bolchevisme et dans le socialisme, et qu'au moment où les sociétés européennes sont complètement désarticulées, le Juif est là au mauvais endroit, au mauvais moment. Alors, malheureusement, ce que montre le 7 octobre, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, et il y a une tragédie multimillénaire qui continue. Alors justement, vous avez écrit vous avez écrit dans La Tribune un papier sur le 7 octobre, une tribune dans La Tribune. Vous écrivez « Tout se mélange dans nos esprits depuis le 7 octobre, les Juifs, les Israéliens, Gaza, le passé, le présent, avec quelque part aussi en première ligne Israël et la haine contre Israël qui incarne plus que jamais le Juif des nations. » Oui. J'ai écrit ce papier pour deux raisons. La première chose, c'est que il y a derrière l'utilisation du mot génocide quelque chose qui est un mouvement idéologique dramatique qu'on ne peut pas laisser faire et qu'on doit combattre. Il y a plein de mots dans la langue française. C'est ma fille qui me l'a fait remarquer. Il y a massacre, crime, etc. On a juste été chercher génocide. Pourquoi on a été chercher génocide ? Qu'est-ce que montre l'histoire ? Le peuple juif est un peuple attaqué, qui symbolise le mal qu'on doit combattre, qu'on doit éliminer. Et qu'est-ce qui se passe avec la Shoah ? C'est la démonstration par l'horreur que le peuple juif est une victime. Et tout l'enjeu d'aujourd'hui à travers le terme génocide, on reparlera d'Israël, c'est en réalité la nécessité de nazifier le peuple juif. Pas seulement Israël, le peuple juif. Le peuple juif. Pourquoi ? Pour rendre à nouveau possible les pogroms et peut-être de nouvelles Shoah. Et donc, derrière ça... Dans la tête de qui ? Il y a l'antisémitisme, il est multiple. Il y a l'antisémitisme religieux, il y a l'antisémitisme d'extrême gauche, on y reviendra par rapport à... Il s'est arrêté avec l'affaire Dreyfus et renaît aujourd'hui. Il y a l'antisémitisme anti-modernité qui était aussi l'objet de l'article que j'ai voulu écrire. Donc là, on voit bien qu'il y a un enjeu, c'est-à-dire qu'il faut accoler le terme génocide au peuple juif pour rendre à nouveau tout possible. Et ça, il faut se battre contre cette idéologie-là parce qu'elle est porteuse de drames et que par ailleurs, elle est injuste. Quel que soit, vous disiez, on va parler d'Israël, quel que soit
le sentiment qu'on a par rapport à la politique du gouvernement israélien. Bien sûr, Ça n'a rien à voir. Mais c'est toujours la même chose, c'est-à-dire il faut être juste et réfléchir. Il y a quelque chose là qui consiste à effacer la Shoah pour rendre toutes les choses possibles. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, il y a la question d'Israël. Israël, c'est une démocratie qui est une réelle démocratie, mais qui est aussi taraudée par un pays qui est divisé entre des tentations religieuses et même d'extrême droite et une réalité démocratique. C'est ce qu'on a vu sur tous les problèmes autour de la Cour suprême. Mais par rapport... Donc la Cour suprême israélienne. Cour suprême israélienne. Mais par rapport à la situation d'aujourd'hui, il faut que les choses soient posées avec beaucoup de simplicité et d'objectivité. Évidemment qu'Israël doit se défendre, évidemment qu'elle doit aller au bout de la guerre contre le Hamas. C'est pas ce que dit aujourd'hui celui dont vous avez été quelque part proche, Dominique de Villepin. Oui, il dit tout le contraire. J'ai pas l'habitude de répondre aux gens qui ont été mes chefs. C'est une question de principe et de tenue. Ouais. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a la guerre au Hamas, qui est une guerre qui est aujourd'hui nécessaire. Il y a le fait aussi, c'est quelle guerre et comment on la pratique. Par exemple, quand le procureur devant la Cour pénale internationale dit Israël a affamé les populations, même si on considère que la Cour pénale n'a pas compétence, il est de l'exigence d'Israël d'y répondre point par point. Israël doit... C'est l'histoire, c'est-à-dire elle est l'héritier de ceux qui ont survécu à la Shoah, c'est-à-dire qu'il faut ne pas compter sur les autres et toujours pouvoir se défendre. Mais être israélien, être juif, c'est une exigence particulière. On ne peut pas... il faut être exemplaire. Donc il y a la nécessité d'expliquer et de l'être. Et puis il y a autre chose. On ne peut pas avoir vécu tout ce qu'on a vécu depuis des millénaires, ne pas avoir une nation, et ne pas regarder également les Palestiniens comme des êtres humains, comme on était, et ne pas regarder la question du droit à un État palestinien en le regardant à travers notre regard. On est les derniers, les Juifs sont les derniers au monde qui peuvent dénier aux Palestiniens le droit à un État. C'est pour ça que pour moi, les choses sont simples. Il faut pouvoir se défendre, il faut être exemplaire dans la façon dont on le fait, et évidemment, il n'y a pas de question sur la nécessité d'avoir un État palestinien. Et donc penser à la paix, penser à l'après. Bien sûr, mais oui, les accords d'Oslo, c'était une logique qui était constructive. Il faut les reprendre, évidemment, sans le Hamas, sans Netanyahou et sans Abbas. Alors, vous parlez de la guerre d'Israël contre le Hamas. Elle a eu des conséquences en France. Frédéric Salabarou, c'est pour ça que vous avez écrit ce papier quelque part. C'est-à-dire une explosion de l'antisémitisme véhiculée souvent par la gauche de la gauche, c'est-à-dire par LFI sous couvert d'antisionisme. Comment vous avez vécu ça ? Ce retour de l'antisémitisme venu de la gauche. C'est quelque chose que j'ai appris à comprendre à travers mon travail sur... On va reparler de Blum. Sur Blum. Mais d'abord, il y a un antisémitisme de gauche historiquement. Il s'arrête avec l'affaire Dreyfus. Qu'est-ce qui se passe au moment de l'affaire Dreyfus ? Jean Jaurès, Jules Guesde, les marxistes de l'époque, se rendent compte que Dreyfus n'est pas seulement un bourgeois, et en réalité, ce n'est pas le combat des classes populaires, mais que le problème qu'il pose, c'est le problème de l'humanité et de la justice. Et à partir de ce moment-là, la gauche abandonne l'antisémitisme et c'est une autre gauche qui s'impose, qui est symbolisée par François Mitterrand, toute la gauche. Et donc, plus d'un siècle après, presque un siècle et demi après. C'est une régression monstrueuse par rapport à l'histoire de la gauche. Et la responsabilité de Mélenchon est écrasante parce qu'on ne peut pas, dans le même temps, tenir des propos historiques, des grandes phrases fumeuses, en tout cas qui donnent l'impression d'une culture, et rompre avec ce qui est un pilier de l'histoire de la gauche et une valeur, c'est-à-dire que la gauche rompt avec l'antisémitisme,
avec l'affaire Dreyfus. Et alors justement, et d'ailleurs vous diriez que Mélenchon est antisémite quand vous avez entendu prononcer toutes ces phrases, tous ces propos pendant la campagne? Je ne sais pas s'il est antisémite, mais ce qu'il défend comme valeur conduit au pire antisémitisme. Alors justement, vous avez écrit, donc, on l'a dit, cette biographie de Léon Blum. Que vous inspire ce nouveau Front populaire dont la gauche unie a fait son slogan de campagne pour les prochaines législatives du 30 juin et du 7 juillet? Nouveau Front populaire. Oui, Emmanuel Macron qui a dit Léon Blum doit se retourner dans sa tombe. Vous dites la même chose? Non, je dis, et c'est un peu le credo de ce que je cherche à dire aujourd'hui, c'est que il faut réfléchir, il faut connaître l'histoire. Que la gauche ait la vocation de se réunir, c'est son histoire. Contrairement à la droite, la gauche part du même tronc, c'est-à-dire le marxisme, le radicalisme, et ensuite, de ces familles politiques, naît la social-démocratie. Donc pour la gauche, il est normal de vouloir s'unir. Mais, il y a un mais derrière? Oui, c'est que la difficulté aujourd'hui, c'est la rupture avec l'acquis de l'affaire Dreyfus. Et donc c'est le problème de cet antisémitisme. Et très probablement, pour revenir à Blum aurait été sans doute aujourd'hui favorable à l'union des gauches, mais la question de l'antisémitisme l'aurait obligé, en tant que Français d'ailleurs, plus encore qu'en tant que Juif, à s'exprimer sur ce sujet et peut-être laisser la gauche s'unir sans lui. C'est en ça que ce nouveau Front populaire, évidemment, trouve ses racines dans l'histoire et dans le précédent, et il est aussi radicalement différent, parce qu'au milieu, il y a un problème qui est majeur, c'est celui de l'antisémitisme. Mais l'antisémitisme, ce n'est pas seulement le problème des Juifs, c'était aussi ce que j'ai cherché à expliquer dans mon papier. L'antisémitisme concerne tout le monde, puisqu'en réalité, ce qui conduit au rejet du Juif, c'est assez bizarrement pour un peuple qui est millénaire et d'origine orientale, c'est que le Juif symbolise la modernité. Et donc, ça concerne tout le monde. Et vous comprenez que des gens comme François Hollande, comme Raphaël Glucksmann, disent il faut l'union, il faut ce nouveau Front populaire? C'est dans l'histoire. Vous comprenez ou ça vous choque? Je le comprends parce que j'ai appris ce qu'était l'histoire de la gauche en travaillant dessus. En revanche, il y a la position personnelle qu'il faut avoir, c'est-à-dire qu'il faut ce combat contre l'antisémitisme à gauche, il doit se continuer dans l'union. C'est-à-dire qu'il faut en revenir à une gauche humaniste, c'est-à-dire celle qui avait compris ce qui s'était passé avec l'affaire Dreyfus. Alors, on arrive pratiquement à la fin de cette émission, il faut parler aussi de ce qui se passe à droite. 22 ans après 2002 et le second tour Chirac-Le Pen, l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Comment on est passé de 2002 à 2024 et quel regard vous portez sur cette alliance entre Éric Ciotti, président de LR, l'ex-RPR, et le Rassemblement national, cette allégeance du patron de LR à Jordan Bardella? Ça vous inspire quoi? Je pense d'abord que contrairement à la gauche, la droite et l'extrême droite n'ont strictement rien à voir. Ils naissent pas du tout du même tronc. J'ai écrit aussi sur De Gaulle-Pétain. De Gaulle-Pétain, vous avez écrit. C'est pas la même histoire. C'est deux mondes qui sont différents. Rien n'est plus opposé que la droite et l'extrême droite. Après Ciotti, il était d'extrême droite et après des années et des décennies de refoulement, il finit par dire, et tant mieux pour lui si ça le soulage, qu'il est d'extrême droite. Mais vous, ça vous soulage ou ça vous effraie? Non, rien ne m'effraie dans la période, bien au contraire. En revanche, ce que je remarque, c'est que les autres qui ont été élevés à l'école Chirac et à l'école gaulliste, même si c'est un parti qui a des difficultés, ont été très clairs. C'est-à-dire, il n'en est pas question parce qu'il y a une impossibilité et une opposition radicale entre la droite et l'extrême droite. Donc, au fond, il y a toujours eu à l'intérieur du mouvement gaulliste après-guerre des gens qui étaient d'extrême droite, mais qui étaient intégrés dans ce mouvement. Donc Ciotti le symbolise. Après, derrière ça, il y a tout le problème de cette vie politique qui est désormais dévorée comme partout, mais c'est aussi le cas aux États-Unis, partout en Europe, par le populisme. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans notre vie politique? De l'extrême droite, de l'extrême gauche, et un extrême centre qui est également populiste, parce qu'il y a chez Emmanuel Macron aussi, il y a une pratique rigoureuse du pouvoir et une pratique populiste du pouvoir. Mais alors donc,
vous qui avez travaillé avec Jacques Chirac, qui êtes marié avec sa fille. Hein, ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, mais c'est pas rien. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe ? Et puis, d'ailleurs, il aurait dit quoi, Jacques Chirac, aujourd'hui ? Même si c'est compliqué de faire parler les morts, mais bon, vous ressentez il faut jamais faire parler les morts. Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il y a pourquoi on en est arrivé là. Et donc, c'est toute la problématique d'une société qui est dévorée par le culte du marché, qui a perdu ses références, et c'est le cas partout dans le monde. Donc, il y a quelque chose qui est à reconstruire. Il y a les valeurs de l'égalité des chances, mais on n'a pas assez de temps pour en parler. Et puis, il y a la reconstruction d'un clivage droite-gauche qui présente des avantages. C'est-à-dire que l'idée de ce grand centre, au fond, a conduit... C'est ce qui a été une catastrophe ? Ou qui a créé cette catastrophe ? Je crois qu'aujourd'hui, on est rentré avec la dissolution dans une crise extrêmement profonde. Et alors, justement, dissolution, je me dis, est-ce qu'il y a eu la dissolution de Jacques Chirac en 97 ? Il y a un parallèle à faire entre ces deux dissolutions ou pas ? Il y a un parallèle institutionnel, mais je voudrais revenir sur la situation d'aujourd'hui. La dissolution ouvre une crise qui est extrêmement profonde, et tout l'enjeu là, c'est d'agir en responsabilité, et ne serait-ce que d'ailleurs dans le choix des personnes qu'on va élire aux législatives, c'est très important. Il est très probable qu'il n'y aura pas de majorité, il est très probable qu'on rentre dans des ni droite, ni gauche, ni extrême droite, ni extrême gauche. Il faut aller élire des républicains solides et qui auront un esprit d'indépendance dans cette assemblée qui va être ingérable dans une crise institutionnelle qui s'ouvre. Après... Et vous allez voter pour qui d'ailleurs ? Mais moi, je vais regarder dans ma circonscription. Vous êtes dans quelle circonscription ? Moi, j'habite à Neuilly. Donc ça c'est Constance Le Grip, quoi. Ça sera plus facile qu'ailleurs, mais je ne veux pas savoir qui est de droite, du centre, machin. Mais c'est la République qui compte. Les personnalités pour savoir qui tiendra le choc à ce moment-là. Et de toute façon, aujourd'hui, il y a de la crise dans laquelle on va rentrer, qui va être une crise considérable, qui peut d'ailleurs se traduire par une crise financière très importante. On commence à le voir déjà. Parce qu'on est un pays fragile. Aujourd'hui, 30% ou 40% des dépenses de l'État sont payées à crédit. Notre déficit est plus important que les rémunérations des 2 millions de fonctionnaires de l'État. Donc tout ça, ça peut conduire à des crises qui sont importantes. Donc, il y a plusieurs choses. De la crise, il faut la limiter au maximum, c'est-à-dire ne pas poursuivre une crise institutionnelle autant qu'on pourra. Donc c'est l'esprit de responsabilité de chacun. Et on va découvrir à travers notre bulletin de vote ce que veut dire la démocratie. Ensuite, probablement de cette crise, beaucoup de choses seront à reconstruire et il peut en sortir des choses importantes. Je crois au retour indépendant du clivage droite-gauche. Ceux qui croient en la République vont devoir désormais s'y réinvestir. Et donc, il y a 2 priorités. Limiter la crise qui est ouverte par la dissolution. Et la deuxième chose, parce que la crise, elle ne va pas gêner les gens qui sont dans la mondialisation, qui vivent bien, c'est les plus modestes qui vont trinquer, et le risque est considérable. Et désormais, la nécessité de se réinvestir dans la République à partir de ce qui s'est passé est essentielle. Et je voudrais finir, si c'est possible, il nous reste 2 minutes. Par quelque chose qui, pour moi, est l'archétype du comportement qu'il faut avoir dans les périodes de crise profonde. Pierre Cotte, du Front Populaire, ministre du Front Populaire, le père de Jean-Pierre, se précipite à Londres auprès du général de Gaulle. Il y a 2 choses qui sont très importantes. On se précipite chez de Gaulle en disant « mais vous n'allez pas admettre dans la France libre ce juif ». De Gaulle répond quelque chose qui est la plus belle phrase républicaine. Je ne connais que 2 catégories de Français, ceux qui font leur devoir et ceux qui ne le font pas. Et Pierre Cotte voit le général de Gaulle en lui disant « écoutez, donnez-moi à balayer les escaliers et je balayerai les escaliers. » Aujourd'hui, quand on est républicain, quand on voit la situation qui s'est ouverte avec la dissolution, la seule réponse qu'on peut avoir, c'est l'engagement. Qui font leur devoir aujourd'hui, qui ne le font pas, parmi les politiques ? Beaucoup le font, mais ils doivent le faire aussi en essayant de réfléchir à la situation et en essayant de comprendre pourquoi on en est arrivé là et apporter des réponses. Vous n'avez pas répondu à la question que je vous posais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il dirait Jacques Chirac aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il ferait ? Qu'est-ce qu'il dirait ? C'est important de savoir. D'abord, il aurait nécessairement, comme il a fait en 98, etc., tonné par rapport à l'initiative. Donc 90, on rappelle pour nos auditeurs, c'est cette alliance voulue entre les dirigeants de la droite de l'époque et le Front National. Mais surtout, il aurait essayé de trouver les mots justes et les actions justes,
par rapport à ce qui fait qu'aujourd'hui, la société est en guerre contre elle-même. Il y a beaucoup de choses qui sont à reconstruire et qui sont à retisser. C'est pour ça que la crise va être extrêmement profonde, mais il en renaîtra une nouvelle génération et que maintenant, la nécessité absolue pour ceux qui croient en la République, c'est de s'engager à nouveau. Quand vous dites la crise va être absolument profonde, c'est-à-dire que vous considérez que l'extrême droite a gagné ? Non, je pense que la gauche peut parfaitement gagner aussi cette élection, que tout ça va être serré, que l'hypothèse la plus probable, de mon point de vue à cette seconde, c'est pas de majorité, et donc une situation de chaos dans un pays qui est un pays fragile, dans un pays qui est vulnérable, et pour lequel il est très essentiel de ne pas aggraver la crise. On ne va quand même pas se retrouver, alors que le monde vient en France pour les Jeux Olympiques, sans majorité en crise institutionnelle et peut-être sans président de la République. Et la majorité présidentielle, elle est enterrée pour vous ? Elle est évidemment dans une situation qui est rendue extrêmement difficile par la dissolution, mais rien en politique... rien n'est jamais perdu. Vous avez connu 93-95, vous le savez. Oui, c'est l'exemple. 93, il n'y a plus de gauche. 97, la gauche est au pouvoir. Et puis et alors, dernière question, puisque vous dites on peut avoir le pire. Qu'est-ce qui est le plus dangereux pour la démocratie, pour la France aujourd'hui, puisque vous les renvoyez dos à dos ? C'est Mélenchon ou le tandem Le Pen-Bardella ? Vous avez le mot juste, c'est-à-dire qu'il faut renvoyer dos à dos pour des raisons qui sont différentes et pour des raisons qui naissent de la compréhension de l'histoire et de la situation de la France d'aujourd'hui. Donc évidemment, il est hors de question d'avoir à choisir le pire. On peut toujours faire d'autres choix. Alors avant de nous quitter, Frédéric Salabarou, je ne peux que conseiller à nos auditeurs de lire ou de relire votre biographie de Léon Blum. Blum, le magnifique, c'est qui a été publié aux éditions de l'Observatoire en 2021, un livre qui permet d'éclairer le passé, le présent et de réfléchir sur l'avenir. Merci d'avoir accepté de participer. Merci beaucoup, j'étais content d'être là. À cette émission. Bonne fin de journée sur Radio J, à dimanche prochain. Et merci. Nous aussi, on était contents de vous entendre. Merci. Merci.